nous réserve l'année 2026 ? Comment investir dans le climat actuel ? Les valeurs technologiques tireront-elles encore leur épingle du jeu ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode un peu spécial de Tracker, le podcast Bourse de l'Écho. Un peu spécial car il s'agit du fameux débat des stratégistes que nous avons organisé lors du dernier salon Finance Avenue il y a quelques semaines. Mon collègue Marc Lambrecht recevait 4 voix très écoutées par les investisseurs en Belgique, à savoir Philippe Gijsels de BNP Paribas Fortis, Vincent Juvins d'ING Belgique, Frank Vranken d'Edmond de Rothschild Europe et Yuri Huygen de la revue L'Investisseur. Chacun présentait au public sa philosophie d'investissement pour les 12 mois à venir et ses 5 actions favorites pour l'année 2026. Je suis Salim Nesba et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker. Je vous laisse avec mon collègue Marc Lambrecht. Alors, sur le plateau, la crème de la crème, Vincent Juvins, qui est désormais chez ING. Bonjour. Philippe Gijsels chez BNP Paribas Fortis. Frank Vranken de Edmond de Rothschild. Et mon collègue Yuri Huygen de L'Investisseur. Bonjour. Alors, l'année est un peu agitée. Hier encore, sur les marchés, c'était agité. Mais on peut dire que l'année est quand même une très bonne année boursière, puisque le Bel 20, pour l'instant, gagne 18%. Le Nikkei au Japon gagne 26%. J'ai pris mes petites notes. Pour le Nasdaq, on est à 19%. Et le SP 500 à New York est à plus ou moins 15%, même s'il faut tenir compte de la baisse du dollar face à l'euro. Vincent Juvins, qui était auparavant dans une banque américaine, JP Morgan, il avait prévu l'année passée que la bourse américaine se comporterait bien. Qu'est-ce qu'il en est cette année pour l'année prochaine, je dirais ? Oui, et tant qu'à parler du passé, en effet, mis la tech en exergue et ça s'est plutôt bien passé. De manière générale, le moteur de la bourse américaine, on le connaît tous et on va en discuter tous, en tout cas cet après-midi, ce sont les valeurs de la technologie. Et celle-là me semble en tout cas de nature à continuer à porter ce marché vers de nouveaux records en 2026. Alors évidemment, on a beaucoup de concentration de la performance dans une poignée de valeurs. On peut imaginer que dans un sillage de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine qui avait tardé en 2025, on ait un élargissement de ses performances à d'autres secteurs. Donc voilà, je pense que chez ING, on reste investi sur les marchés, pas surinvesti, mais on continue à avoir du potentiel dans les marchés d'actions, notamment américains et notamment dans toute ce qui est cette filière intelligence artificielle. Philippe Gijsels, on peut rappeler qu'il y a eu l'effet Trump au début de l'année. On pensait que l'économie allait souffrir et l'économie américaine reste quand même résiliente. Quel est votre pronostic pour l'économie et les marchés américains ? Je vais passer du foot à le pronostic, mais on va parler des marchés aussi. Merci bien d'être venu, tellement nombreux, un petit peu trop nombreux je trouve, parce que ça donne toujours une indication qu'il y a beaucoup d'intérêt dans les marchés. C'est toujours bien, mais peut-être pas trop. Mais pour les marchés, je pense, si on regarde un petit peu les social media et la télé, tout est vraiment mauvais. Mais je pense que les catalysateurs qui ont soutenu les marchés restent toujours là. On vit dans un monde qui est très inflationniste. Dans un monde qui est inflationniste, il faut avoir des biens réels, c'est eux. Deuxièmement, les banques centrales vont continuer de pomper l'argent dans le système. La Fed va peut-être couper en décembre, mais certainement l'année qui vient. Les Chinois vont stimuler leur économie, alors tout qui est nécessaire pour continuer ce feu est là. Et il ne faut certainement pas oublier que le trait de progrès continue tout le temps. On ne regarde que de mauvaises nouvelles, mais qui se passe au niveau de biotech, AI et autres, c'est incroyable. Et je pense qu'il ne faut pas rater le trait. Alors, comme il a bien dit, en effet, Vincent, que quelque part on va avoir des corrections, comme en avril. C'est toujours impossible de dire exactement quand, mais je pense dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, je pense que les marchés vont être beaucoup plus hauts qu'aujourd'hui. Alors, ce qui est frappant, c'est que hier, par exemple, il y avait une chute du Nasdaq. Je vous interromps pour vous rappeler que ce débat a été enregistré le 15 novembre dernier. Tenez-en donc compte quand vous entendez par exemple mon collègue Marc Lambrecht dire qu'hier le Nasdaq baissait. La baisse dont il parle date donc du 14 novembre. Allez, j'arrête de l'interrompre. Hier, par exemple, il y avait une chute du Nasdaq et en fin de séance, les gens ont racheté les actions. C'est le fameux buy the dip
acheté sur le recul. Et finalement, le Nasdaq n'a presque rien perdu. Je crois qu'il était même en légère hausse. Franck, qu'est-ce qu'il faut en penser? Ce buy de dip, ça marche toujours ou... Ben, je pense que quelque part, c'est aussi lié à une génération, forcément. Donc, moi, je suis pas Gen Z, je suis plutôt Gen X, et donc j'ai déjà vécu plusieurs choses. Mais je pense que par rapport au marché américain et l'économie américaine, il y a certaines choses qu'il faut retenir. Parier contre l'économie américaine a rarement payé, clairement. Donc, c'est l'économie première au monde, très flexible. Mais parfois, on a aussi le résultat des déboires du capitalisme pur sang, lorsqu'on surinvestit, etc. Ce ne serait pas la première fois. Une correction de 10% en bourse, je pense que ce serait clair de s'y attendre. Parce que rares sont les années, après un tel bull run qu'on a eu déjà pendant quasi une décennie, de ne pas avoir une belle correction à un moment donné. Or aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui me frappent. C'est que le premier semestre cette année-ci, en fait, on a eu autant d'apports à la croissance économique liés aux investissements à l'intelligence artificielle que la consommation. Or, normalement, c'est 2/3 du PIB. Ici, c'est plus du tout le cas. Donc, en fait, l'importance des investissements est devenue tellement grand par rapport à la consommation qu'il faut quand même le prendre en compte et se dire, si on pose la question pour 2026, c'est aussi poser la question sur les dépenses, donc des hyperscalers, les Meta, Microsoft, etc., par rapport à cette technologie. C'est une première chose. Autre chose qui me frappe, c'est que une banque américaine, Goldman Sachs, vient de sortir un tableau, plutôt un graphe, où sur les prochaines 10 années, leur stratégiste phare dit que les États-Unis vont performer, mais seront les derniers du tableau, quoi. D'abord les pays émergents, etc. Encore une fois, parier contre les États-Unis, c'est jamais très intelligent, mais arrive un moment aussi qu'il faut se dire, tiens, où est-ce qu'on en est avec tous ces investissements? Est-ce que le return on investment, ce qu'on reçoit de tous ces investissements, va vraiment bien payer ceux qui ont investi? Or, justement, on a parlé d'une correction du Nasdaq. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que les titres qui ont le plus corrigé côté technologie sont Oracle, c'est Tesla, et je pense que c'est Palantir. Le premier a levé beaucoup de dettes pour investir dans l'intelligence artificielle, donc certains doutes sur la qualité bilantaire. Le deuxième a voté en faveur de 1000 milliards de loan package pour le CEO, donc Elon Musk, qui va devoir booster sa capitalisation boursière x6 pour le toucher. Donc, et puis, Palantir cote, je pense, 250 fois les bénéfices futurs. Là, je compare à une IBM, par exemple, qui a beaucoup moins chuté et qui est aussi dans cette intelligence artificielle. Donc voilà, peut-être un ensemble pour lancer le débat. Je pense qu'il faut rester prudent. Yuri, un avis sur la bourse américaine? Là, tantôt, tu citais des performances assez impressionnantes, donc en dollars. Il est vrai que cette année-ci, nous, on était bien contents à l'investisseur de ne pas être trop investi en valeur américaine parce que on a misé naturellement sur l'Europe cette année-ci. On a eu peut-être de la chance avec certains dossiers individuels, tels que Tubize et autres. Donc, mais j'ai l'impression que tout tourne toujours autour des valeurs américaines, quoi. Donc, de la big tech dont tout le monde parle tout le temps. Mais il y a encore de nombreuses valeurs en Europe qui ont des santé bilantaires très saines, quoi, achetées à des niveaux plus faibles. Moi, c'est vrai que, allez, je suis d'accord. Hein, moi, je pense que si tu devais dire à un gamin de 5 ans, si tu dois choisir entre l'Europe et les États-Unis, je lui dirais, achète d'office américain. À mon avis, il y a plus de chances que ça grimpe. Mais je commence aussi à me poser moi des questions sur la valorisation de certaines grandes entreprises telles que Nvidia. Si Nvidia émettait 2% d'actions, il rachète BNP Paribas, quoi. Donc, moi j'ai peur que d'ici 5 ans, on ne sera plus que client Google Bank et Amazon de l'Est, quoi. Ça m'amène à la question, bulle ou pas bulle dans l'intelligence artificielle? Répondez-moi par oui ou par non. Ça, c'est la question subsidiaire. Non.
Je pense que, il y a peut-être certaines valeurs, et je pense que Franck en a évoqué un certain nombre. Je pense qu'on peut pas mettre toutes les valeurs de l'intelligence artificielle dans le même panier. Il y en a certains qui se traitent à des niveaux tout à fait excessifs. Je pense que nous tous, on évoquera un certain nombre de noms actifs dans le secteur qui se traitent avec des multiples beaucoup moins importants que les Palantir et Tesla et autres, qui ont des business models qui sont beaucoup plus résilients. Et puis, n'oublions pas que les bulles explosent généralement lorsqu'on a des resserrements de conditions de crédit parce que ces bulles sont formées à crédit. Ici, dans, je dirais, cette augmentation des investissements qui est à la fois enthousiasmante et inquiétante de par son importance dans l'économie, il est bon de signaler qu'elle n'est pas financée à crédit. Donc, si on devait avoir un resserrement des conditions de crédit, ce serait comme Jeff Bezos l'a dit, finalement une bulle industrielle, donc on détruirait du cash de ces entreprises, mais il n'y aurait pas finalement des ramifications plus profondes dans le système financier, puisqu'on n'a pas des acteurs avec des bilans faibles. Donc ça, je pense que c'est une différence fondamentale avec ce qu'on a pu vivre par le passé et qui était beaucoup plus inquiétant. Philippe, bulle ou pas bulle? Non, voilà. Certainement pas. Et je continue un petit peu l'histoire de Vincent ici. On vit quelque chose de très atypique. Typiquement, s'il y a une nouvelle industrie comme le plastique ou l'automobile ou les trains ou les ordinateurs ou n'importe quoi, typiquement, il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui commencent, qui sont nées et quelque part, beaucoup d'argent va vers le secteur. Quelques-uns deviennent les grands, les Amazon et les Apple et autres, et les autres tombent en faillite. Et cette fois-ci, ce sont les vainqueurs du cycle d'Internet qui sont de nouveau les gagneurs. Alors j'appelle ça un petit peu two cycle companies. Ils ont eu droit à 2 cycles. Et comme ça explique pourquoi Nvidia est 5 000 milliards de capitalisation boursière, qui est nouveau et on doit vivre avec. Mais ça explique, je pense, pourquoi ils sont tellement grands et tellement puissants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas tomber de 30%, mais comme Vincent l'a bien dit, ils ont tellement de cash, tellement d'ingénieurs, tellement de pouvoir, que ça va être très difficile pour eux de faire faillite. Ils peuvent diminuer, mais il ne faut pas faire faillite comme pas mal d'entreprises à l'époque d'Internet. Et ça dit aussi quelque chose. Et je pense, et on va revenir là-dessus sans doute, qu'il faut être investi dans ce secteur. Personne ne sait exactement le potentiel de AI. Ça risque d'être très grand, en effet, mais il faut aussi chercher d'autres alternatives en Europe, en Chine, d'autres secteurs. Alors c'est une question, comme avec beaucoup de choses dans la vie, d'un équilibre, de trouver un équilibre, mais être pas investi du tout dans le secteur technologique et par conséquent aux États-Unis, parce que les deux vont ensemble, c'est probablement pas une bonne idée, je trouve. Franck, la même question. Bulle ou pas bulle, sachant que vous avez publié dans l'Écho une carte blanche sur le sujet, plus ou moins? Moi, je dirais pas encore, mais on se rapproche. On se rapproche. Je pense qu'on vient de rentrer une période de tri. On va faire le tri entre the good, the bad et the ugly, pour ainsi dire. Et je dirais que on va vraiment regarder la qualité bilantaire, ceux qui gagnent déjà de l'argent, et puis ceux aussi qui peuvent s'assurer la capacité, parce que la comparaison avec la période Internet, je dirais pas qu'elle est bien choisie, ou ça vaut pas pour cette mouvance pour l'instant. Je pense que le risque est beaucoup plus lié à simplement l'énergie et l'électricité dont on a besoin pour justement faire marcher tous ces data centers et bases de données, parce que c'est énormément consommateur d'énergie. Et si je lis qu'en effet, on n'arrive pas à suffisamment assurer qu'il y a cette électricité et qu'aujourd'hui, c'est donc plutôt un manque de capacité d'assurer directement un suivi commercial, c'est ça qui quelque part, me met un peu plus mal à l'aise. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi le financement circulaire. Et donc, tout le monde prend des participations dans d'autres dans le secteur. Et donc, surtout de OpenAI, c'est très bien choisi, hein. Parce que tout le monde dépend donc du succès de OpenAI. OpenAI fait 12 milliards de revenus, je pense, et fait 2 milliards de pertes. Bon, personne ne dit qu'elle ne peut pas avoir un succès phénoménal les années à venir. Ça reste un point d'interrogation. Mais tout le monde aujourd'hui a très intérêt que OpenAI a un grand succès. Parce qu'on a des participations importantes. Donc ça, c'est une autre facette de la bulle. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Le point clé maintenant, c'est voir la semaine prochaine les résultats de Nvidia.
Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que je pense ce seront des résultats canons, mais comment la bourse va réagir. Si c'est des résultats canons et la bourse dit bah, c'est pas ça, peut-être en effet on aura une période plutôt faiblarde à suivre. Mais en tout cas, ce que je sais que pour l'instant et pour les années à venir encore, il y a encore beaucoup de demandes pour le leader du marché qui détient 90% de parts de marché pour ces puces électroniques, et n'oublions pas. Donc, bulle ou pas bulle, pas encore. Oui. Moi, je dirais pas encore non plus. Sauf que des fois, je me dis aussi, l'année passée, quand DeepSeek a fait son entrée le 27 janvier, le marché a perdu 1000 milliards en très peu de temps. Alors que ça prouvait bien que les Chinois peuvent éventuellement faire la même chose avec pour 20 fois moins de coûts. Je veux simplement rebondir sur ce que disait Frank. Moi, par exemple, à l'investisseur, je suis des valeurs comme RWE ou Engie, des valeurs qui profitent justement de cette énergie qu'on a besoin là pour ces sortes de données. Et regardez simplement comment évolue Engie ou RWE. C'est à la limite, RWE, c'est la pente, c'est même mieux que Nvidia. Donc, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est effectivement, ce sont tous ces montants qu'on entend dans la presse, à 100 milliards par-ci, 50 milliards par-là. C'est vrai que j'aimerais voir naturellement le rendement final quand ça aura rapporté quelque chose. Donc, mais je ne pense pas qu'il y ait encore de bulle pour le moment. Alors, les marchés boursiers européens, les performances sont assez divergentes. Le stock 600 a fait plus de 13% depuis janvier. Le CAC 40 a un peu souffert, on est à 10%. Le DAX a bien performé, fait le double. Quel est votre avis sur sur ces marchés européens? C'est le moment encore d'investir? Alors oui, je le pense, dans certains secteurs. Dans l'ensemble, je suis plus réservé sur les marchés européens. Alors il y a eu beaucoup d'engouement en début d'année pour un certain nombre de facteurs, des marchés qui sont relativement bons marchés, et puis l'annonce du gouvernement allemand d'un plan de relance tout à fait significatif. On parle de 1000 milliards d'euros potentiellement étalés sur 10 ans, pour moitié investi en infrastructure, pour moitié investi en défense. Ça a convaincu les marchés qu'il y avait un vent nouveau évidemment en Europe, et on a eu des marchés qui ont fait d'excellentes performances. Moi, en tout cas, je ne pouvais pas me rappeler d'avoir eu de telles performances ces dernières années. Alors, je suis relativement prudent sur mes attentes de ce qui va se passer en Allemagne. Je vois que les Allemands aussi commencent un petit peu à être un petit peu plus prudents. N'oublions pas que les infrastructures, sur 10 ans, ça mettra du temps à générer, en tout cas produire ses effets économiques. Par ailleurs, chaque euro dépensé en défense, malheureusement, part pour moitié hors de Europe. La Belgique en est un bon exemple. Lorsqu'on achetait des avions, on a acheté des avions américains. Donc, sur le contexte, je dirais, la direction générale des marchés européens stimulée par, je dirais, ce vent politique nouveau, je suis plutôt réservé, sachant que des pays comme la Belgique, comme la France, comme la périphérie européenne, elles sont plutôt à aller à contresens. Par contre, ce qui m'enthousiasme, et je sais, c'est notamment cher ici à Euronext notamment, c'est le fait qu'on avance pas à pas sur l'union des marchés de capitaux. On en est encore loin, mais dans certains secteurs, il y a en tout cas des pas qui sont faits dans la bonne direction, et je pense notamment dans le secteur financier. Et ça, c'est un secteur en Europe, objectivement, qui a toujours mes faveurs. Début d'année, c'était déjà une grosse conviction, et même après des performances qui feraient pâlir d'envie les Nvidia de ce monde. Moi, je regarde simplement la valeur d'ING sans vous donner les recommandations d'achat, mais c'est plus de 60% de performance cette année, et un PE de 10 aujourd'hui avec un rendement de dividende de 5. Moi, j'ai aussi le vertige. Après 60% de remontée, eh bien, vous avez là, finalement, aussi, et pour BNP, c'est sans doute quelque chose de similaire d'ailleurs. C'est peut-être mieux que Nvidia chez ING. Voilà. Et alors, aux grandes dames, évidemment, on déploie l'intelligence artificielle pour mieux vous servir jour et nuit. Mais donc voilà, trêve de plaisanterie, secteur financier en Europe est certainement un secteur auquel je ferai attention. L'Europe est malheureusement très en retard en termes de déploiement de sa propre intelligence artificielle. Par contre, elle est relativement opportuniste pour la déployer soi-même dans différents business. La banque peut être disruptée, le service des soins de santé. Je m'attends à entendre parler de biotech dans un instant, mais on a de plus en plus de devices IA qui sont déployés dans les soins de santé, et ça, c'est particulièrement enthousiasmant. Donc, l'Europe, dans son ensemble, prudente, mais au sein de l'Europe, il y a plein de pépites, et je pense notamment secteur financier, secteur soins de santé, et Yuri a fait une excellente remarque. Tous ces data centers qu'on construit chez nous aussi, il faut les alimenter en électricité, en énergie. On en a en Belgique, Google investit assez bien, et je pense que les utilities, dans ce contexte-là, c'est quelque chose qui peut faire le job aussi. Philippe, même question sur les marchés européens? Je pense que Vincent a déjà tout dit. Je suis d'accord. Bien vendu ING en tout cas. Oui, comme il fait toujours.
Mais non, je pense qu'il a bien raison. Je vais faire un petit pas en arrière sur l'histoire. Une des grandes tendances de cette année, c'est clairement que on peut dire que c'est peut-être la fin de l'exceptionnalisme américain, que l'argent n'allait plus directement vers les États-Unis en effet. Et ça veut dire qu'on est un petit peu comme un petit garçon, une petite fille dans un candy store, un magasin de bonbons, qui pouvait seulement manger d'NVIDIA, Apple et Microsoft. Et maintenant, il y a un grand scala d'autres choses. L'Europe est certainement une opportunité. Les cycliques peut-être, parce que si on regarde les valorisations des actions technologiques qu'on a ici, c'est plus ou moins la même valorisation que les États-Unis, surtout des cycliques qui sont beaucoup plus bons marchés, de temps en temps pour des beaux réseaux, mais peut-être il y a quelque chose à faire. Mais je regarde aussi les pays émergents, je regarde aussi la Chine, les biotech. Il y a tellement de choses qu'on peut acheter, qu'on peut considérer. Et comme ça, je pense qu'on n'est pas sur le plus haut du marché. Je vois toujours des actions qui sont assez bon marché, qui ont des bons bénéfices ou des opportunités techniquement. Je vois beaucoup de breakout à la hausse, même plus que breakout qu'à la baisse, et ça me fait penser quand même qu'on peut avoir une correction quelque part, c'est toujours possible, mais ce n'est pas la fin de cycle haussier, de bull market. Je pense qu'il y a tellement de choses à acheter, comme je dis, il ne faut pas oublier les États-Unis, il ne faut pas oublier le tech, mais il y a en Europe, mais beaucoup d'autres endroits aussi, beaucoup d'opportunités, je pense. Même question pour Franck, mais peut-être aussi un petit mot sur le Belvint, qui a battu son record, qui est à 5000 points. Il y a même des casquettes Belvint 5000 qui circulent. Qu'est-ce que vous en pensez? Make Belvint great again. Mais attention, le patron de la bourse est là. Non, mais ce que je pourrais dire, je reviens souvent, lorsqu'on parle de géographie, je reviens souvent au même adage, c'est à savoir, le point fort des États-Unis, c'est l'innovation, le point fort de la Chine, c'est la production, le point fort de l'Europe, c'est la réglementation. Donc, ne passons jamais à côté, s'il te plaît, des États-Unis. Mais je ferai une approche barbell, donc ça veut dire deux poids différents. Comme j'ai dit, je pense qu'il y a un tri qui est en train de se faire sur les valeurs technologiques, mais il faut absolument y rester pour l'instant. Et plutôt sur celles qui ne traitent pas au-delà de 50 fois les bénéfices, et ça existe toujours. Mais d'autre part, et de ce point de vue-là, je trouve que c'est intéressant ce qui se passe depuis le 1er novembre, c'est que tu vois, on a fait un peu de rotation sectorielle. Et donc, le Dow surperforme la Nasdaq depuis le 1er novembre. Donc, ça se passe déjà aussi de ce côté-là. Et lorsque on risque éventuellement quand même une petite crise boursière aux États-Unis, on va retrouver des gens qui vont s'investir en Europe pour plutôt trouver des valeurs refuges. Or, le Belvint, c'est un bel exemple. Si on voit en effet les composants du Belvint, on a quand même l'immobilier, on a pharmaceutique, on a AB InBev consommation, et donc c'est par définition, c'est un indice un peu plus défensif. Donc pourquoi pas, pour la faire simple, prendre du Belvint et un peu de certaines valeurs technologiques américaines et le combiner de cette façon-là. Juste peut-être pour finir sur l'Europe, c'est pas la Belgique qui performe le mieux, hein. Depuis que, pour ceux qui veulent l'entendre ou pas l'entendre, qu'on soit pour ou contre cette personne, mais depuis que Giorgia Meloni a pris le pouvoir en Italie, c'est le FTSE MIB qui performe le mieux. Donc je ne dis pas que c'est grâce à elle, mais cette stabilité qu'on a retrouvée en Italie, on n'a plus eu en fait un gouvernement qui a duré plus de 3 ans, depuis début 2000 avec, je pense, une période Berlusconi. Mais les pays du Club Med, ne l'oublions pas, hein, parce que l'Espagne a une très belle performance. Désolé, mais la Grèce, c'est incroyable. Je ne dis pas que peut-être pour les prochaines années ça restera, mais lorsqu'on parle de price earnings, rapport cours-bénéfice, parce que j'ai entendu un cours-bénéfice pour ING, mais on a des cours-bénéfices pour les pays du Club Med qui sont toujours bien abordables selon moi. Yuri, le Belvint.
Sachant que le portefeuille, je vais le dire, parce qu'il va peut-être pas le dire, le portefeuille de l'investisseur se comporte très bien cette année. Parce que justement, on n'était pas trop investi. Remarque au fait, bon, c'est vrai que Frank dit simplement que l'Italie a mieux performé, tout ça, donc c'est vrai, parce qu'il y a plus de banques en Italie dans l'indice, il y a plus de banques en Espagne dans l'indice, il y a plus de banques en Grèce dans l'indice que dans le Bel 20. Sauf que Mélanie, enfin, je l'aime bien, hein, donc, mais elle veut maintenant aussi taxer les banques, hein, donc en disant, bon, les amis, vous avez fait beaucoup de bénéfices, donc maintenant vous allez payer une partie. Et taxer l'or aussi. Voilà, mais ce que moi je veux dire, c'est que quand chaque fois que tu parles du marché américain ou du marché européen, on cite toujours les grands noms, alors qu'il y a plein de statistiques qui montrent qu'aujourd'hui toutes les à la limite les small cap et les mid cap européennes n'ont jamais été aussi bon marché par rapport aux big cap. Pourquoi ? Parce que tous les ETF, ça a du succès, hein, mais qu'est-ce qu'ils font les ETF ? Ils n'achètent que des big cap, quoi. Donc toutes les mid cap et les small cap restent à la traîne. Moi, je dirais, faites vos emplettes dans ce secteur-là, quoi. Donc, et c'est là qu'on devrait puiser pour réaliser des beaux rendements au cours des prochaines années. Et donc, le Bel 20 fait partie justement de ces petits acteurs. Ok, le temps passe. Un petit mot sur la Chine, la technologie chinoise, qui intéresse quand même pas mal de gens. Les marchés chinois ont fait de très bonnes performances cette année. L'indice global a fait 20%, mais la tech chinoise est encore plus performante. Vincent. Oui, alors c'est un choix qu'on a fait chez ING, vous l'avez peut-être lu, enfin je l'ai partagé tant et plus cette année. Je pense que comme Yuri l'a bien signalé, DeepSeek en février, ça a été quand même un moment révélateur. La Chine vient de lancer son 15e plan quinquennal. La Chine a vraiment un plan de bataille clair et elle met tous les moyens derrière pour être le leader en termes technologiques et intelligence artificielle. Alors on verra s'ils y arrivent, mais en tout cas ils s'en donnent les moyens et en tout cas des événements comme DeepSeek montrent en tout cas qu'ils sont en tout cas déjà plutôt innovants. Alors ils contrôlent à peu près toute la filière, hein. Ils fabriquent des puces aujourd'hui, alors pas aussi performantes que celles d'NVIDIA, mais je me demande combien de temps ça va durer avant qu'elles le soient. Ils ont ces fameuses terres rares pour un accès privilégié pour leur secteur technologique. Ils investissent massivement dans cette filière. Ils concurrencent les États-Unis. Ils vont certainement pouvoir le faire à un moment. Donc l'Europe, on n'en parle même plus sur le plan technologique, à part quelques valeurs. On en est excessivement dépendant. Vous avez peut-être suivi ces dernières semaines le dossier Nexperia, hein. Pourtant, société hollandaise, on était tributaire de ces envois de puces électroniques pour nos voitures notamment. Donc la Chine est vraiment un géant technologique, c'est plus l'industrie du monde. Moi je me rappelle que déjà en 2008, Microsoft avait déplacé son centre de recherche et développement. Donc si vous, comme moi, vous restez enthousiaste sur cette thématique AI, mais si, comme nous, vous vous posez des questions, bulle ou pas bulle, et on aura des moments de soubresaut, c'est peut-être intéressant de diversifier cette exposition AI à d'autres marchés, un peu moins chers. C'est pas l'argument principal pour la Chine. On paye la tech américaine 30 fois les bénéfices en moyenne, la tech chinoise, c'est 25 fois les bénéfices. Donc c'est pas que c'est particulièrement bon marché. Par contre, la tech américaine ne fait que 22% de croissance bénéficiaire trimestre après trimestre. En Chine, on est plutôt à 30%. Donc, ça fait mieux. Et puis, quelque part, ça permet vraiment de diversifier. Et puis, on ne sait pas, hein, DeepSeek 2, ça peut nous arriver dessus en décembre ou autre. Et d'abord, ça peut arriver partout. Et là, pour rejoindre ce que disait Franck, moi, s'il y a quelque chose qui m'horrifie sur l'intelligence artificielle, et ce serait pas grave en soi pour ces valeurs, mais c'est que, comme DeepSeek l'a montré au mois de février, hein, quelqu'un en Belgique, en Chine ou ailleurs, dans son garage, dise « Moi, je peux faire aussi bien qu'OpenAI, mais avec $1 million. » Tout le soufflet se retombe. La croissance américaine qui est drivée par les investissements de la tech, baf, c'est la récession. Et ceux qui avaient fait des centaines de milliards d'investissements en data center, eh bien, ils peuvent les passer en perte et profit. Donc, jouons sur les deux tableaux et la Chine, en tout cas, est intéressante d'un point de vue valorisation, croissance bénéficiaire et donc diversification. Philippe, rapidement. Très rapide. Dans un monde qui est plus unipolaire mais bipolaire, on ne peut pas se permettre de ne pas investir d'un côté parce que ça peut croître plus vite, ils peuvent inventer d'autres choses. Et il faut diversifier quelque part. Valorisation sont ok. Pas bon marché, mais il y a quelque chose à faire. Si on compare par exemple un Alibaba avec un Amazon, ok, je pense qu'Alibaba est beaucoup plus bon marché pour le moment. Naturellement, il faut être prêt d'accepter un petit peu plus de volatilité parce que ça suffit que Donald Trump fait un tweet où il y a quelque part un rapport ou quelque part il y a de nouveau des nouvelles sur des listings des actions ADR à New York. Ça risque naturellement de créer une volatilité de 10-20% très vite.
Mais ça dit, je suis d'accord avec tout ce que Vincent a dit là-dessus, je pense qu'il faut être investi dans ce marché parce que si AI fonctionne quelque part, même biotech fonctionne quelque part, c'est souvent en Chine, et quelque part, je pense une petite partie, une partie un petit peu plus large, portefeuille doit être dans les pays émergents et certainement en Chine. Franck, rapidement aussi. Rapidos, je m'aligne à ce que les deux autres ont dit, avec un petit bémol quand même, c'est que Philippe mentionne volatilité. Moi, j'ajouterais aussi manipulation. Parce qu'en effet, l'État chinois intervient comme ils l'entendent. Et donc, je pense que si on prend la Chine, faut prendre plutôt le côté donc pour la technologie, parce qu'il y a la course pour la technologie entre les deux grandes puissances, et donc on investit massivement aussi. Et donc, forcément, c'est un énorme marché. Mais si on veut revenir sur aussi une partie donc plus défensif, c'est pas le marché émergent premier dans ma tête dans lequel il faudrait s'investir. J'irais aussi pour plutôt les valeurs technologiques pour avoir pas uniquement les États-Unis dans mon portefeuille. Ok. Avant de passer à leur top 5 actions, ce que vous attendez tous, une dernière question sur l'or, qui est le meilleur placement, quasiment le meilleur placement de l'année, plus 55%. Il a même poussé jusqu'à 60%. Il y a une petite correction de 10%. Que faut-il en penser? Est-ce que ça peut encore monter? Je sais que Philippe est un spécialiste de l'or. Un spécialiste, j'ai eu un petit peu de chance d'être ici l'année passée, de dire ok, il faut acheter un petit peu de l'or. Je vois beaucoup de mer, mais si on regarde un petit peu le pourcentage, on ne peut pas demander ça à chacune individuellement, mais ça fait encore 2-3% de tous les portefeuilles en moyenne. Alors il y a beaucoup d'opportunités. Dans notre bouquin, on a parlé de 4000. Maintenant, on a entre nous, je ne peux pas parce qu'on a des prévisions officielles de 4000 quelque chose ou n'importe quoi, mais ça ne m'étonnerait pas d'être à 10 000 dans quelques années. Parce que je pense de nouveau dans un monde inflationniste. C'est ça? 10 000? 10 000, oui. Dans un monde inflationniste que quelque part tout le monde va acheter des biens réels et tout le monde, je pense, doit avoir un petit peu d'or en portefeuille. Et aussi de l'argent, parce que je pense que l'argent va aller encore beaucoup plus vite. Enfin, en 2 mots. Quelqu'un d'autre sur le marché de l'or? Moi, je voudrais revenir à la Chine et je souscris à ce qu'il vient de dire Philippe. Alors moi, il y a un an, pour être clair, j'étais pas pour l'or, donc je peux pas. Bravo Philippe. Chez ING, heureusement, on en a ajouté. On a à peu près 3-4% en portefeuille. Pour moi, c'est peut-être moins la crainte de l'inflation que la crainte du dollar et la crainte de l'euro dans les banques émergentes. Aujourd'hui, vous êtes russe, vous êtes iranien, vous êtes chinois, vous êtes brésilien ou quoi aux caisses. Avoir des dollars, vous vous demandez si on risque pas de vous les confisquer ou de vous interdire de traiter dedans. Donc c'est la raison pour laquelle on a vu ces banques centrales émergentes, et ça a été le gros de ce mouvement haussier, acheter massivement. La Chine a doublé ses réserves d'or, mais les réserves d'or ne représentent que 6% de ses réserves de devises, contre 16% en moyenne dans les autres pays. Et pour l'instant, elle n'a pas d'autre alternative qu'acheter de l'or pour éviter d'acheter du dollar ou de l'euro. Donc on a quand même un soutien qui est assez présent. Moi, je lisais au fait un chiffre de Goldman Sachs qui disait que si 1% des obligations américaines détenues par les institutionnels étaient vendues pour acheter de l'or passerait de 4 000 à 5 000, ce qui n'est pas impossible, vu que le marché de l'or, c'est un petit marché, hein, c'est quoi, 22 000 milliards, alors que le marché obligataire, c'est un marché, je sais pas de combien, de 150 ou 200 000 milliards. Donc, je veux dire, si on vend naturellement une partie de ces obligations pour les mettre dans de l'or, d'office, du fait que c'est un je pense petit par marché. cœur, c'est 5 000 milliards, plus ou moins, mais une grande partie est naturellement dans les mains fixes. Alors, il n'y a pas beaucoup qui circulent. Tout qui est en Suisse et partout, on ne compte pas. Alors, le marché est assez petit de ce qui circule. C'est le moment de la sélection d'actions pour 2026. Chacun a sélectionné 5 actions. Alors, on va voir ce que ça donne, s'il y a des titres qui reviennent dans les sélections. Alors, qui peut commencer? Vincent? Alors, j'ai envoyé cette liste d'actions à Marc Lamrecht in tempore non suspecto il y a 2 semaines. Donc, si certains ont bien performé depuis, c'est pas... Voilà. Alors, on n'élude évidemment pas le thème de l'intelligence artificielle, mais en top pick, 2 valeurs IA, Alphabet.
Alphabet a eu du retard par rapport au OpenAI et ainsi de suite, mais Alphabet a pour elle d'avoir un vivier de données qui est tout à fait inouï. Pensez à votre Gmail, pensez à YouTube, pensez à tous ces éléments qui sont dans l'escarcelle d'Alphabet. Alphabet a plein de données et peut les exploiter, et ça c'est vraiment la matière première de l'IA, et a créé un écosystème propre, et par ailleurs vend cet écosystème, notamment à Apple, Gemini et ainsi de suite. Alphabet est par ailleurs bien positionné notamment dans l'utilisation de l'IA dans les applications. Pensez notamment à ces voitures autonomes Waygo, dont on a pu lire cette semaine qu'elles peuvent rouler désormais de manière autonome en Californie et en Arizona. Voilà, c'est la valeur sur laquelle je passe le plus de temps. Alphabet a bien Et performé. on a appris que Warren Buffett avait acheté les actions Alphabet. Donc Voilà. c'est pas mal. Autre valeur, donc Alphabet est en hausse de 47% cette année, donc c'est même légèrement mieux qu'NVIDIA. Voilà, je cite. Haute valeur AMD, Applied Micro Device, concurrent d'NVIDIA, avec un portefeuille de clients beaucoup plus diversifié. NVIDIA, c'est 3 clients pour l'essentiel, c'est Meta, Amazon, Microsoft. Donc elle est assez tributaire d'un portefeuille de clients réduit. AMD, c'est même mieux qu'NVIDIA en termes de performance cette année. AMD a doublé cette année, alors un P quand même relativement élevé puisqu'il est à 40, mais enfin, si on veut diversifier son exposition AI, voilà en tout cas une manière de le faire. Alors, il y a d'autres choses que de l'AI, je parle avec mes collègues, notamment Yuri, qui sont plus présents sur les marchés européens notamment. Je mettrai 2 valeurs un petit peu dans la thématique ESG en avant. Alors tout d'abord, Veolia. Là, c'est plutôt, on est sur la value, hein, donc on est avec un PE de 12,5, plus faible progression cette année, 7,2%. Mais tout ce qui touche au recyclage et ainsi de suite, c'est évidemment une filière qui est particulièrement importante, notamment sur l'eau, qui reste une spécialité de Veolia. Une autre, et là je peux parler d'expérience, que j'ai rénové ma maison ces dernières années, donc je sais que c'est cher et que c'est plutôt populaire. Saint-Gobain, spécialiste des vitrages, innovant, mais spécialiste de l'isolation. Il se passe plus grand-chose à Bruxelles, comme vous le savez, mais je vois quand même encore que les gens rénovent, malgré le fait qu'il n'y ait plus des primes Rénolution, et achètent ces panneaux isolants, hein, qui font qu'on baisse notre facture d'électricité. Eh bien, Saint-Gobain est une valeur qu'il fait. Value aussi, puisqu'on est à 12 fois en termes de PE. Et là, c'est une valeur qui est sous l'eau cette année. Je regardais ce matin, moins 3,6% de performance. Et puis, j'évoquais le cas de Nexperia, qui est un peu le drame pour nos entreprises automobiles européennes. Un drame de plus, j'ai envie de dire, parce que là, c'est la traversée du désert avec les Chinois, les Américains qui les concurrents sur l'électrique, avec finalement, ils ne savent plus à quel sens vouer ici en Europe. On verra qui gagnera cette guerre technologique sur l'automobile, mais il y a une voiture qui équipera les gagnants d'office, c'est Michelin. Michelin pneumatique, en tout cas, on ne sait pas d'où viendra le moteur, est-ce que c'est l'électrique, l'hybride, les Chinois, les Américains qui vont gagner. Michelin avait déjà une longueur d'avance depuis quelques années sur, en tout cas, des pneumatiques éco-friendly, les Michelin Energy, des pneus qui consomment moins. Et voilà, que la voiture soit électrique, chinoise, américaine, il y aura peut-être bien des pneus Michelin. Et là, c'est une valeur value. Elle a baissé de 10% cette année. Donc là, c'est, voilà, et un PE de 10. Voilà pour mes 5 valeurs cette année. Philippe. Merci. Oui, que j'ai fait, c'est parce qu'on vit de plus en plus de nouveau dans un monde où il y a des thèmes, des grandes tendances. Alors j'ai proposé à nos analystes quelques grands thèmes. Ils ont cherché quelques actions qui vont, j'espère, bien avec ce thème. Alors je suis d'accord avec Vincent, avec AMD, c'est un concurrent d'NVIDIA. Edge Computing, il me dit, j'en connais rien, mais apparemment c'est pas mal. Et je pense quelque part, entre-temps, parce qu'on a envoyé les 5 noms il y a 2 semaines, entre-temps, ils ont vraiment fait de beaux résultats. Mais je pense qu'ils vont continuer à croître. Et c'est dans ma liste parce que je voulais vraiment dire qu'il faut toujours être investi en technologie et en AI, et pour ça, AMD. Alors, deuxième nom, je crois fortement, on est toujours au début du plus grand cycle haussière au niveau de matières premières. On a vu l'or, l'argent, platine, le cuivre, fait le tout. Je pense de plus en plus de matières premières s'ajoute à cette hausse. Quelque chose qui manque aujourd'hui, c'est le pétrole. Le pétrole, c'est en surplus pour le moment, il y a un petit peu de trop.
Mais quelque part aussi dans les années à venir, on va aller de surplus en déficit. Et là, je pense qu'une action comme ExxonMobil est bien positionnée. Ils gagnent déjà très bien leur vie avec un prix de pétrole entre 60 et 50. Je pense que le pétrole peut bien monter dans les années à venir vers 100 ou 120. Alors, ils vont vraiment cartonner à ce moment. Paient bon dividende, ils ont consolidé depuis des années et des années. Ce n'est pas quelque chose pour gagner 100% très vite, mais c'est quelque chose pour avoir un portefeuille. Et je pense que cette hausse qu'on va voir dans les années à venir va nous surprendre. GBL, je pense que c'est une action qui n'a pas fait grand-chose pendant pas mal d'années. Il y a un nouveau manager qui vient de KKR, qui a investi 50 millions de son propre argent dans l'entreprise que j'aime toujours bien. Et il faut quelque part, le discount est assez large aujourd'hui, mais il faut commencer de changer le portefeuille, le rendre un petit peu plus sexy, ce qui veut dire que la valorisation va aussi monter. C'est aussi quelque chose qui est plutôt défensif, mais qui paie aussi vraiment bon dividende, qui a garanti presque. Et en plus, je pense qu'il y a le potentiel de hausse aussi. Alors, le suivant, c'est Rio Tinto. Rio Tinto, c'est aussi de nouveau dans le secteur de matières premières. Là, je pense quelque part, et c'est toujours très dangereux d'investir dans une mine ou de quelque chose d'assez petit, et car je crois qu'on est dans une hausse de matières premières qui va être très générale, non seulement l'or et l'argent et acier et tout, mais un petit peu toutes les matières premières. J'ai opté pour quelque chose qui est aussi très différencié, Rio Tinto. Et le dernier que j'ai sur ma liste, c'est Intuitive Surgical. C'est un petit peu moins connu peut-être, mais il y a deux grandes tendances ici qui viennent ensemble. Tout qui est AI, tout qui est pharmaceutique, le secteur pharmaceutique, parce que là, je pense aussi qu'ils sont restés en arrière. On peut aussi acheter un Eli Lilly ou un Pfizer même, ou même un Moderna, qui est okay, un petit peu spéculatif, mais je pense que l'argent va revenir ici. Et ici, je prends quelque chose qui est pharmaceutique et robotics ensemble. Et j'ajoute le biotech, ce sont des secteurs du futur, et je pense qu'il faut être investi dedans. Voilà. Merci. Franck, Alors top moi, 5. Oui, le top 5. Alors bon, j'ai consulté mes collègues qui font la sélection des actions. Commençons justement avec la technologie. IBM, je l'avais cité, 25 fois les bénéfices, donc beaucoup moins cher, mais quand même aussi après acquisition de Red Hat et HashiCorp, très important dans le cloud et l'intelligence artificielle. Novo Nordisk, selon nous, vraiment pénalisé, mais à outrance. Et à 13 fois les bénéfices, bon, ce titre reste quand même parmi les leaders mondiaux dans le traitement des diabètes, obésité, et puis en train de développer des applications sur l'Alzheimer qui nous semblent tout à fait intéressants. Netflix, parce que justement le leader du streaming, et avec maintenant en combinaison d'une part de l'abonnement publicitaire moins cher et la lutte contre le partage de comptes, il y a un bénéfice qui selon nous va continuer à bien se développer. Deutsche Telekom, simplement parce qu'on voulait avoir un peu plus de défensive, titres défensifs dans le portefeuille. Bon, plutôt stabilité européenne, mais quand même aussi présent aux États-Unis, participation dans T-Mobile, n'oublions pas. Fusion avec Sprint qui quand même assure des marges intéressantes. Et puis, intéressant, de ce côté-ci, c'est GBL. Chez moi, c'est Ackermans van Haaren. Parce que donc, on a en effet des collègues qui suivent particulièrement les holdings et leur préférence est Ackermans. Yuri. Chez lui, c'est GBL, chez lui, c'est Ackermans, et chez moi, c'est Sofina. Donc, non, et bon, pour la petite blague, en fait, ils ont tous envoyé apparemment leur top 5 il y a 2 semaines. Donc, moi, je l'ai envoyé hier à 4h, je pense. Donc, mais, donc voilà, en fait, j'ai pris Sofina que tout le monde connaît, quoi. Donc, pour jouer également, en fait, la technologie, un petit peu sur les 3 régions. C'est aussi la dernière valeur qu'on a achetée pour le portefeuille de l'investisseur. Une autre valeur, on a quasi pas cité ou pas du tout cité les valeurs immobilières que je suis à l'investisseur. Donc, je mets en avant Xior, donc dans les codes d'étudiants, donc qui offre un beau rendement dividendaire, quoi. Donc, un taux d'endettement peut-être un peu élevé, mais une valeur que j'apprécie. Une valeur qu'on a eu un petit temps dans la sélection et qu'on a acheté pour le portefeuille il y a un mois, c'est Altrust. Donc Altrust, qui est un holding néerlandais, donc qui est surtout présent donc dans l'énergie au sens large, mais sa plus grosse participation c'est Boskalis, donc le groupe de dragage, un portefeuille qui n'a pas de dette et qui
À mon avis, allez, vous savez, Altrust publie aussi tous les X sa valeur intrinsèque, mais pour calculer sa valeur intrinsèque, elle prend uniquement la valeur comptable de toutes ses participations. C'est très facile comme système, mais c'est aussi très conservateur. Hein, donc, parce que j'aime autant vous dire que Boskalis, par exemple, ça vaut plus qu'une fois la valeur comptable. Autre valeur qu'on met en avant, c'est Vivendi. Alors bizarrement, Vivendi est un groupe qui est relativement endetté, mais si on met Vivendi en avant, c'est parce qu'au fait, Vivendi est surtout présent dans Universal Music Group. Vous savez, au fait, Universal Music Group est un groupe, un label musical, au fait, qui ces dernières semaines un peu reculé parce qu'au fait, on s'est dit, l'intelligence artificielle va leur faire mal, quoi. Donc, à la limite, on peut créer du ABBA sur base de l'intelligence artificielle. Mais bon, le titre s'est replié, mais il a publié de bons résultats dernièrement. Et donc, on se dit, que via Vivendi, on peut spéculer sur une remontée de Universal. Et en plus, il y a peut-être une possible OPA obligatoire de la part de Bolloré, qui est donc le holding au-dessus de Vivendi, parce que les autorités boursières françaises disent, Bolloré, vous avez 30% environ de Vivendi, vous devez lancer une OPA. C'est aux tribunaux d'en décider. Normalement, en fait, on devrait avoir une réponse fin décembre. Donc, si les tribunaux disent vous devez lancer une OPA, il y a beaucoup de chances que le titre prenne de la hauteur. Et un dernier titre américain aussi, ce n'est pas un Magnificent Seven. J'ai choisi donc Gen Digital, qui est aussi dans notre sélection à l'investisseur. Donc, c'est un groupe actif dans la cybersécurité, donc qui est connu pour ses produits tels que Norton et autres. Et c'est un titre qui se négocie 10 fois le bénéfice attendu pour un leader de marché. C'est quand même 2 fois rien par rapport à des groupes américains technologiques qui se négocient parfois à 40, 50 ou 100 fois le bénéfice. Vous voyez que les choix étaient assez divergents, différents en tout cas. Il y avait une seule valeur qui a été citée 2 fois, c'est AMD. Donc voilà, à vous de voir. Ça fait peur. Ça fait peur. Je remercie Vincent Juvins, Philippe Geisels, Frank Wanken et mon collègue Yuri. Merci. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine avec le dernier épisode de l'année. Il sera toujours question des perspectives pour 2026, mais celles présentées par plusieurs professionnels de la finance que nous avons rencontrés ces derniers jours. Elles devraient en tout cas vous permettre, entre l'apéro et le décompte du nouvel an, de revoir votre stratégie d'investissement. C'était Julie Garrigue et Salim Nesba pour Tracker. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.